Une semaine de consolidation pour les indices boursiers et notamment américains. Après la dégradation d'agences de notation, eh bien, les investisseurs craignent que la dette abyssale détenue aux États-Unis engendre une crise financière majeure. Les indices européens, eux, s'en accommodent et notamment le DAX, l'indice allemand, qui va encore de record en record. Alors combien de temps cela peut-il durer? C'est toute la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine le retour de la peur. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez me retrouver sur tous les différents réseaux sociaux qui sont affichés sur cette slide. Pensez à activer la clochette afin de recevoir une nouvelle notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, je vous rappelle que vous avez à votre disposition un espace de formation continue sur le site qui est gratuit, espace membre, mais vous avez bien sûr pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, un accompagnement un peu plus personnalisé et notamment avec les programmes MTT Trading Premium et MTT Découverte qui est le nouveau programme qui permet d'accéder à l'essentiel des marchés. Je remercie chaleureusement mes partenaires qui m'accompagnent dans le cadre de toutes mes créations de contenu. Et d'ailleurs dans les créations de contenu, vous l'avez vu, pas mal de vidéos ces derniers jours puisque vous avez eu donc la vidéo sur l'immobilier que je vous invite à voir et revoir avec mes amis de Green Living. Vous avez eu également la mise à jour sur le Bitcoin. Alors c'était il y a 10 jours et puis effectivement on l'a vu, le Bitcoin qui a fait un nouveau record historique. Il y a également une vidéo pour Pro Real Time qui a été réalisée cette semaine. Bref, pas mal de contenu vidéo eh bien ces derniers jours, donc profitez-en pour aller regarder un petit peu ce qui a été produit. Sans plus attendre, on attaque avec un programme qui va être très chargé dans cette vidéo puisque le programme de cette vidéo et le titre de cette vidéo, c'est le retour de la peur avec un petit clin d'œil à vous savez, quelqu'un que évidemment j'aime beaucoup, comme bon la majorité des investisseurs en bourse aiment beaucoup, la photo de Warren Buffett en tant que jeune retraité. Ça fait c'est depuis peu qu'il a annoncé sa mise à l'écart entre guillemets, du moins le fait de prendre sa retraite. Donc voilà, petit hommage à notre ami Warren Buffett. Donc le programme, bien sûr, on parlera un petit peu d'économie, il y a pas mal de choses à dire, il y aura également bien sûr la question de la semaine, et puis on parlera des actions, le CAC 40, on parlera du luxe, Hermès, LVMH, Kering, Société Générale, Eurofins Scientifique, Ruby, Bouygues, Capgemini, Pernod, Rémy, Cointreau, Alstom, Michelin, Ubisoft, Sanofi, Vicat, Telsat, Ubisoft, Ubisoft, je l'ai mis 2 fois, voilà. Je me disais, tiens, il y a toujours une coquille, normalement. Amoeba, Engie, Carrefour, The Blockchain Group, de Richebourg, de CRSI, SES, Interparfum, Evans, qui est l'ancien ALD, Nixoa, Elior, qui zigzague toujours autant, Alphen. Et on partira aux États-Unis, on fera un point sur United Health, qu'on a vu déjà la semaine dernière, qui a rebondi, PayPal, Coinbase,
Amazon, une de mes actions, vous le savez, aux États-Unis préférées, Adobe, Peloton, et on fera bien sûr le point sur Nvidia avant de parler du titre à suivre, qui est un titre belge, et puis on terminera, comme d'habitude, avec le screener Trend Following. Voilà, mes amis, pour le programme de cette vidéo, sans plus attendre, sans perdre de temps, j'attaque donc. J'en profite donc pour activer ma webcam, me voici, me voilà. Donc le résumé de la semaine, on va essayer de faire relativement rapidement parce qu'il y a beaucoup de titres que l'on va voir aussi cette semaine, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer d'être assez concis. Donc d'abord petit point sur la saisonnalité, vous le savez, on va arriver très tranquillement, mine de rien, sur le mois de juin, un mois de juin qui est voilà, là aussi assez semblable finalement au mois de mai, du moins la seconde quinzaine de mai, c'est-à-dire que on a potentiellement un petit peu de zigzag. Donc voilà, sur le Nasdaq, c'est vrai aussi, le mois de juin n'est pas forcément sur les valeurs tech un mois extraordinaire, surtout notamment de mémoire la première quinzaine, on va regarder dans le détail pour avancer, je sais que vous aimez beaucoup ça, et moi aussi pour être honnête, c'est bien de savoir à peu près où se situe, encore une fois, ce ne sont que des probabilités, c'est pas du tout, le but c'est pas du tout de se dire voilà ce qui va se produire. Donc sur le Dow Jones, voilà, on voit encore une fois toute la période mai-juin est une période plus ou moins en dents de scie. Alors la première quinzaine sur le Dow Jones est plutôt habituellement pas mal, c'est plutôt la seconde qui est moins bonne. C'est un petit peu moins vrai pour le Nasdaq, lui vraiment on est vraiment sur un indice en dents de scie sur le mois de juin. Par contre voilà, le gros intérêt c'est qu'à partir voilà, du 20 juin, c'est un petit peu mieux. Le mois de juillet et c'est vrai généralement plutôt pas trop mal. Sur le DAX, pareil, voilà, période de stabilisation sur le mois de juin, donc là c'est après à partir du 20 juin, mi-juin, 20 juin, on a une remontée plus ou moins franche, donc ça il faut le prendre également en considération, c'est à peu près pareil. C'est le CAC qui lui sous-performe généralement au mois de juin, surtout sur la première quinzaine qui est difficile, voilà. Donc il faut s'attendre peut-être un petit peu plus de volatilité sur le CAC. Et puis en termes de perf pur, sur les 10 dernières années, là on fait un focus, CAC 40. Donc vous avez une moyenne de sur le CAC 40 classique, si je puis dire, celui que l'on connaît tous. Vous avez une performance de moins 0,8%, tandis que sur les small, la moyenne est à plus 1,8% sur les 10 dernières années. Donc voilà, en général c'est mieux sur les small, d'ailleurs on le verra dans les graphiques, et on constate depuis un moment que notamment cette année sur les small et même les mid, vous avez globalement une surperformance et une résilience pardon, qui est bien plus importante. Au niveau des publications, bon voilà, ça c'est bien aussi, enfin c'est bien, on va dire ça va nous permettre de souffler un tout petit peu. Il y a toujours bien sûr des publications, il y en a toute l'année, mais globalement le mois de juin va être très calme en termes de publications, et c'est tant mieux parce que le monde économique, politique, etc. nous offre malheureusement, entre guillemets, beaucoup de volatilité, beaucoup de nervosité, et donc en effet, on l'a vu encore une fois cette semaine, ça va crescendo dans les nouvelles qui apportent de la volatilité. Et donc en effet, on ressent beaucoup, notamment dans les échanges sur les réseaux sociaux. Moi, c'est un peu le thermomètre. J'allais dire la chance, mais c'est pas vraiment une chance, d'être peut-être relativement exposé sur les réseaux sociaux, donc c'est très facile en réalité de mesurer le degré de nervosité dans les échanges avec la majorité des gens. Et le degré de nervosité actuellement, je peux vous dire qu'il est élevé, voire très élevé. Et comme je dis, j'en parlais la semaine dernière, j'en parlais encore parce j'échange pas mal avec certains créateurs de contenu, il y en a certains qui répondent même plus aux commentaires, vous voyez, donc on en est là pour vous dire le degré d'anxiété. Alors que lorsque l'on regarde, vous verrez dans les graphiques, pour le moment, je dis bien pour le moment, il n'y a pas vraiment encore d'alerte de retournement majeur sur les marchés. Ça pourrait arriver, mais pour le moment, il n'y en a pas encore. Bref, donc stabilisation dangereuse. Donc cette semaine, effectivement, on a eu une semaine
latéralisation, de consolidation pour certains indices. On va voir également là aussi techniquement. Pour diverses raisons. La principale, celle qui a marqué un petit peu notamment le début de semaine, c'est l'agence Moody's qui a abaissé la note de crédit des États-Unis, tandis que évidemment la crise de la dette s'intensifie, hein, surtout que voilà, les dépenses publiques américaines ne font qu'augmenter. Donc pour la première fois, Moody's a rétrogradé la note de crédit des États-Unis de triple A à AA1 avec une perspective désormais négative. Cette décision reflète des inquiétudes croissantes concernant l'augmentation continue de la dépense, de la dette publique américaine, exacerbée par les politiques budgétaires de l'administration Trump. Pas que, là aussi, attention, Trump aussi hérite d'un certain nombre de choses, mais bon, peu importe, c'est pas le sujet, encore une fois, notamment des réductions d'impôts massives pour les entreprises les plus fortunées. Moody's prévoit des déficits fédéraux annuels que les déficits annuels fédéraux atteindront 9% du PIB d'ici 2035 contre 6,4% en 2024. Suite à cette annonce, marchés financiers ont réagi négativement. Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans a grimpé à plus de 5% et le dollar a chuté de 0,7% par rapport à un panier de devises. Moody's a également abaissé les notes de plusieurs grandes banques américaines, dont Bank of America, JP Morgan et Wells Fargo. Moody's souligne également que le paiement d'intérêts sur la dette fédérale pourrait absorber environ 30% des recettes, un tiers des recettes d'ici 2035 contre 18% à peu près aujourd'hui et 9% il y a seulement 4 ou 5 ans. Cette augmentation des charges d'intérêt combinée à des déficits budgétaires persistants pose des risques significatifs évidemment pour la stabilité économique des États-Unis. Donc encore une fois, sans vouloir faire de politique mais en parler, parce que là aussi il y a certaines personnes qui ont du mal à faire le distinguo entre parler de la politique et faire de la politique. Faire de la politique, c'est prendre parti, c'est représenter potentiellement un parti, c'est défendre des réformes, c'est faire des débats publics, c'est des choses comme ça. Nous, et moi en tout cas, mais apparemment il y a quelques personnes qui ont du mal à faire le distinguo, qui est peut-être pas si facile que ça à faire, mais parler de la politique c'est essentiel lorsqu'on fait de la bourse. Et comprendre les enjeux politiques c'est essentiel. Comprendre comment un pays fonctionne, comment un pays est gouverné et vers quoi un pays tend économiquement, c'est essentiel pour voir comment eh bien vous allez ajuster potentiellement votre épargne, ou sur quels actifs vous allez vous diriger, vous diversifier, etc., etc. Donc parler de politique, c'est essentiel encore une fois, mais il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on parle de politique qu'on fait de la politique ou qu'on prend parti. En tout cas, moi, c'est pas du tout ma volonté. Et vous savez globalement ce que je pense de l'ensemble des acteurs politiques, notamment français, même si je parle finalement presque plus des politiques américaines, parce que forcément les politiques américaines ont une influence directe aussi sur les politiques européennes. Et en parlant de politique, les agences de notation sont elles aussi très politisées, on va pas se le cacher. Donc peut-être que ça fait bien des années en réalité que les agences de notation auraient dû dégrader les États-Unis, mais que peut-être que politiquement c'était pas le moment de le faire pour elles et qu'elles profitent quelque part de l'arrivée de Donald Trump qui pas forcément, on le sait, une cote de popularité énorme dans ces milieux-là pour du coup valider ce qu'ils auraient dû faire. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé par le passé, parce que c'est déjà arrivé en réalité des dégradations. Et alors, les dégradations de notation ont engendré, il est vrai, des corrections sur les indices, notamment le S&P 500. Donc des dégradations d'environ 10%. Derrière, effectivement, les indices, c'est quand même le point positif, se sont toujours repris. On vit quand même une période assez particulière parce que lorsque l'on regarde l'ensemble des actifs, c'est très difficile de comprendre ce que fait le marché. Et c'est justement parce que c'est très difficile de comprendre et qu'il y a tellement d'éléments qui viennent intervenir dans les mouvements des différents marchés que je pense que, encore une fois, mon scénario principal de gros range sur les indices boursiers
notamment américains, et de plus en plus valables. Parce que à la fois vous avez des craintes qui sont immenses, notamment sur la dette, mais et notamment potentiellement sur la dette évidemment des États. Même si, encore une fois, le problème des taux n'intervient pas que sur les États, hein, il intervient également sur les entreprises. On rappelle que les entreprises américaines, européennes et toutes les entreprises du monde ont besoin de se financer pour pouvoir vivre. Et donc évidemment, plus vous augmentez les taux, plus c'est compliqué, même si la relation entre les taux indiqués par les banques centrales n'est pas le même forcément, etc., etc. Bref, mais évidemment que tout est lié de toute manière. Et donc, ce qui est étonnant là-dedans, malgré tout, c'est que vous avez des actifs risqués, entre guillemets, comme le Bitcoin, qui a, lui, cette semaine, marqué de nouveaux records. Et donc ça, c'est pour moi quand même extrêmement intéressant à regarder. Ce qui est extrêmement intéressant à regarder aussi, c'est que dans le rebond que nous avons eu là depuis la baisse hein, des tarifs, etc., etc., c'est que le rebond évidemment des Max 7 a été important, très important, etc. Mais que le rebond du S&P 500 notamment, il a été important également sur d'autres secteurs, d'autres entreprises. Donc ce rebond, il n'est pas isolé. Contrairement, et d'ailleurs moi j'y ai cru aussi, je pensais que c'était beaucoup les plus grosses entreprises américaines qui avaient généré ce rebond. Alors bien sûr elles l'ont permis parce qu'elles sont surpondérées dans l'indice, hein, bien entendu, mais ce que je veux dire c'est que quand on regarde les performances, finalement, vous avez 493 autres entreprises qui ont surperformé le rebond. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça veut dire que ce rebond-là, quand même, il n'a pas été si, comment dirais-je, si axé sur quelques entreprises. Il a été quand même relativement bien diffusé, je trouve. Donc évidemment, ce rebond, vous le savez, hein, il y a beaucoup de crainte. C'est un rebond qui se fait dans la peur, dans la crainte. On se dit que, comme en 2022, il est probable que ce ne soit qu'un rebond, aussi fort soit-il, qu'un rebond qui va marquer le début d'une tendance baissière. Évidemment, la peur est revenue, la peur est là parce que oui, il y a un certain nombre d'indicateurs qui se sont déjà dégradés et qui continuent de se dégrader. On a eu bien sûr l'inversion de la courbe des taux qui nous annonce, entre le 2 ans et le 10 ans, qui nous annonce en effet que c'est quand même de très mauvaises nouvelles. Il est probable qu'on ait encore beaucoup de mauvaises nouvelles. On a également le pétrole qui, lui, a cassé pour moi des niveaux support et qui est en train de consolider sur les niveaux support. Et on sait que ça, en général, c'est pas bon. Et d'ailleurs, le pétrole, vous le voyez que sur le WTI ou le Brent, est en train de faire une phase de congestion d'observation. Donc voilà, ça c'est extrêmement intéressant. Évidemment, dans cette crise, on parle encore une fois, on parle de la dette, mais là où c'est intéressant également, c'est l'observation, si vous voulez, des petites capitalisations, notamment américaines. Et ce graphique montre en fait que le pourcentage à l'intérieur des indices des capitalisations qui ne sont pas rentables, pour faire très simple. Et donc on voit ce qui est très marqué, c'est qu'effectivement au niveau du S&P 400-500, voilà, ça va. Mais ce qu'on remarque, c'est par contre qu'au niveau du Russell 2000, on est sur un petit peu des sommets et on repart vers des sommets de pourcentage d'entreprises qui sont pas profitables. Qui dit pas profitable dit qu'elles sont obligées de se financer quand même pour vivre, hein, pour pouvoir survivre. Et qui dit augmentation, bien sûr, des taux d'intérêt, dit que, ça va peut-être en pousser certaines de plus en plus vers le gouffre. Et donc ça peut impacter bien sûr tout le reste de l'économie, même si évidemment l'économie américaine ne repasse pas sur le Russell 2000. Vous comprenez bien que le nombre des entreprises américaines dans le monde est bien supérieur à ce qui est représenté dans le Russell 2000. Bref, la semaine dernière je vous parlais du taux à 10 ans. Et je vous disais qu'on nous étions dans une consolidation. Alors après, peu importe comment on le trace, on s'en fout. Hein, c'est un détail. C'est le même graphique que je vous montre là. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que à mon sens, la crainte
n'est pas que les taux montent. La crainte, on l'aura lorsque les taux baisseront. Parce que pour moi, en fait, c'est quand les taux chuteront fortement, notamment le 10 ans américain, que pour moi, le marché pricera effectivement une récession importante. Et donc, c'est là où, pour moi, il faudra faire attention. Très, très attention sur les marchés financiers. Le seul truc, évidemment, qu'on ne peut pas, qui est très difficile, vous l'avez bien compris, hein, c'est le timing. Voilà, c'est très difficile à trouver le timing. Est-ce que la récession, tout de suite, les taux ici vont, voilà, dans les prochaines semaines, casser par le bas et le marché va tout de suite pricer une récession? Ou est-ce qu'ils vont d'abord casser vers le haut, voire s'installer au-dessus des 5 de manière régulière, et ensuite chuter? Je penche plutôt, d'ailleurs, vers ce scénario-là. Mais je pense aussi, et vous le savez, hein, moi je pense qu'il y aura une récession. Je pense que les probabilités que l'on ait une récession aux États-Unis sont supérieures. Voilà. Après, bon, la force, la profondeur, tout ça, évidemment, je ne sais pas. Évidemment aussi que, alors, bon, crise de la dette, évidemment, la dette publique des pays, elle ne fait qu'augmenter. Aux États-Unis, bon. Évidemment, ça représente aujourd'hui 122% du PIB, mais il faut le mettre en rapport, bien sûr, avec les États-Unis. La France, on est juste derrière, avec une forte évolution. Donc tout ça, évidemment, inquiète. Et c'est vrai qu'on parle de crise, notamment au niveau des banques possibles, etc. C'est pas forcément... je sais pas si parce qu'il y en a beaucoup qui disent un bis repetita par rapport à 2008 et la crise bancaire en 2008, etc. Je sais pas. Alors sur les banques américaines, pour être sincère avec vous, j'en sais trop rien. Mais sur les banques européennes, je pense quand même que la solidité est tout à fait différente que celle que nous avions en 2008. Bon, pour autant, évidemment, l'effet domino peut être monstrueux, et bien évidemment que si les dettes des États explosent, si les entreprises, à cause eh bien des taux élevés, font faillite, etc., bah, derrière, évidemment que les banques seront très embêtées. Bon, voilà, donc tout ceci, bon, voilà, c'est encore une fois, l'idée c'est de vous faire un bref résumé, hein, et de pas aller trop dans les détails. On pourrait faire des vidéos type économie, mais pour moi, déjà, on serait pas plus avancé, même si on allait véritablement dans les détails. L'idée globalement, vous savez, c'est un peu comme l'analyse technique. L'idée, c'est de comprendre globalement ce qui se passe. La précision de l'économie ne nous permet malheureusement pas d'avoir des timings. Nous permet de travailler sur des scénarios, sur des idées, d'évoluer à l'intérieur de ces scénarios et des idées, mais ne nous permet pas d'avoir le timing. D'autant qu'encore une fois, la problématique principale de l'économie, c'est que vous avez tellement de ficelles qui sont interconnectées que bah, il suffit qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui tire sur la ficelle de droite pour que vous ayez votre ficelle de gauche qui remonte. C'est ça, pour moi, la plus grande problématique et la plus grande complexité de l'économie, mais c'est en même temps ce qui fait que c'est tellement passionnant, sincèrement, que voilà. Mais il faut le mesurer, et il faut comment dirais-je, le prendre comme tel, c'est-à-dire dire bon, ben, c'est plus finalement, voilà, on essaye plus de comprendre qu'essayer de deviner ce qui peut éventuellement se passer. D'autant qu'on le sait, il y a en plus de tout ça des événements bien géopolitiques qui peuvent en plus venir tout bouleverser, type guerre. Je vois qu'on parle de plus en plus d'une potentielle entrée en guerre ou autre, effectivement comment dirais-je, de la Chine. Notamment, enfin voilà, apparemment il y a des articles que je vois qui disent que les Chinois sont en train également de s'armer de plus en plus. Bon, pour les différents conflits que vous connaissez, les différents objectifs d'envahissement qu'ils ont, mais encore une fois, ça peut mettre aussi des années et des années. Bref, donc c'est extrêmement difficile. Il y a évidemment toujours choses à regarder. Évidemment, c'est l'inflation. Encore une fois, bon, moi je pense que même si je vous montre ce graphe, je pense qu'on n'est pas dans dans la situation des années 70. Je pense qu'on peut avoir, encore une fois, des rebonds court terme, mais pour moi, comme je le disais, il y a déjà, lorsque Trump a parlé des tarifs, je disais, pour moi, c'est l'inflation de papier, c'est-à-dire que oui, sur votre étiquette, vos produits vont augmenter, c'est-à-dire que les tarifs vont directement impacter, en effet, les prix. Donc, vous allez avoir une inflation, en effet, de papier constatée.
mais le consommateur n'aura certainement pas la capacité, en effet, de payer, et donc réduction de la demande, et si réduction de la demande, bien de manière assez automatique, vous avez réduction, logiquement, des prix. Et qui dit ensuite réduction de la demande et réduction des prix, dit potentiellement licenciement, et qui dit licenciement dit hausse du chômage, et qui dit hausse du chômage dit potentiellement derrière, bien sûr, récession. Donc voilà un petit peu moi je pense sur ce sur quoi on va s'orienter dans les prochains mois aux États-Unis, peut-être en Europe, mais je pense qu'en Europe malgré tout on a, j'espère en tout cas, passer le plus gros, le plus difficile, même s'il y a beaucoup de, voilà, tout reste à faire, mais pour moi la principale crainte aujourd'hui quand même reste aux États-Unis. Mais là où je veux en venir aussi, c'est que malgré tout ça, je pense également que les indices et même américains peuvent poursuivre leur rebond. Et d'ailleurs, preuve de cette nervosité, immense nervosité sur les marchés, c'est que vous l'avez vu cette semaine, tout le monde parle, ça y est, c'est la rechute des marchés, on la peur, on réattaque un marché baissier, etc. Pourtant, lorsqu'on prend un petit peu de recul, même moi j'ai été surpris en regardant le graphique hebdomadaire du Dow Jones, j'ai dit ouais c'est vrai que cette semaine, ouais, en préparant la vidéo, je me suis dit c'est vrai que cette semaine ça a beaucoup baissé, notamment sur les marchés américains. Et puis j'ai regardé le graphique hebdo. Quand on regarde le graphique hebdo, bon, sur le Dow Jones, ouais, ok, il y a une bougie rouge, après un mouvement comme ça, mais je veux dire, c'est pas une bougie rouge type là, ou type là, ce que nous avons eu au mois d'avril. Alors, elle est arrêtée au vendredi matin, hein, bien sûr, on verra la fin de la séance du jour, mais voilà, c'est une mèche rouge, voilà, sans plus, quoi, je veux dire, bon, c'est une correction, donc beaucoup d'affolement pour rien, et je vais vous dire, lorsqu'on regarde le S&P 500, on n'est même pas, pour le moment, encore une fois, vendredi matin, on n'est même pas repassé en dessous du plus bas de la semaine dernière. Donc pour le moment, on enchaîne des nouveaux plus hauts. On a même fait un nouveau plus haut en début de semaine. Voilà, alors voilà. Donc oui, effectivement, ça a retracé un peu, mais enfin, pour le moment, regardez un petit peu le mouvement qu'on a fait. On est passé de, je sais pas, 4008 à plus de 5008. On a pris 1000 points sur le S&P 500 en 6 semaines. Donc à un moment donné, il est normal qu'il y ait une toute petite minimum prise de bénéfices dans ce rebond-là. Voilà, alors est-ce que c'est le début, comme tout le monde le dit, comme tout le monde l'annonce, d'un gros retournement et qu'on va revenir chercher les plus bas, c'est ce que j'arrête pas de lire à droite à gauche? Encore une fois, peut-être, mais à ce stade, je pense sincèrement qu'il est beaucoup trop tôt pour le dire. Voilà, de manière factuelle, il est beaucoup trop tôt. Et je regarde même le Nasdaq, et pour le moment, il a même pas une bougie rouge. Alors oui, il y a une mèche haute, je suis d'accord avec vous, oui, etc. En fait, des mèches hautes dans les hausses, hein, vous en avez eu, hein, regardez, là vous avez une mèche haute, là vous avez une mèche haute, donc voilà, regardez le rebond qu'on a fait quand même. C'est quand même assez impressionnant, on est venu de 16 000 et on est à 21 112 aujourd'hui. Donc on a fait un rebond de 5000 points sur le Nasdaq, c'est absolument exceptionnel. Donc il faut comprendre aussi que c'est allé très vite, qu'il y a un paquet de gens, et c'est bien normal, qui n'ont pas pu attraper le plus bas, et donc qui hésitent à payer. Alors ceux qui ont eu l'instinct ou la possibilité effectivement d'accumuler dans la chute, parfait. Mais le plus bas, là, on n'est pas resté 8 ans, hein. On est resté 2-3 jours en bas. Hein. Donc il fallait aller vite. Pour ceux qui ont eu le point bas, il fallait aller très très vite. Celles et ceux aussi qui font, par exemple, du DCA, qui est une excellente méthode pour investir sur le long terme, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais la problématique qu'on a eue pour ceux qui font du DCA, dans cette période-là, c'est que si vous voulez, la chute, elle a été rapide et elle est repartie aussi fortement. Et donc, vous avez pas, ceux qui font du DCA n'ont pas eu la possibilité de faire de l'accumulation pendant longtemps, puisque par définition, c'est reparti très vite. Donc, ils sont peut-être rentrés une fois dans leur DCA mensuel et puis derrière, boum, c'est reparti. Donc en fait, ils ont très peu profité effectivement de ce V-bottom, parce que c'est un V-bottom, ni plus ni moins, hein, que l'on a vécu. Maintenant, est-ce qu'on va retrouver les sommets, est-ce qu'on va les dépasser, est-ce qu'on va s'arrêter là? J'en sais rien, mais moi, ce que je constate à ce stade, et vous le constatez d'ailleurs avec moi, si on est honnête, si on veut pas se projeter, si on veut pas essayer d'avoir une boule de cristal, pour le moment, c'est ferme. Pour le moment, c'est ferme et c'est résilient, et je ne vous montre même pas, on verra le CAC, mais je vous montre même pas le DAX, hein, parce que le DAX, bon, le DAX, on est là-haut, hein. Donc là, on est sur les marchés américains qui ont
accumuler que des mauvaises nouvelles économiques, avec la volatilité de Trump, les tarifs c'est pas réglé, les agences de notation, on voit qu'elles ont dégradé. Donc il y a que des mauvaises nouvelles. Malgré tout, moi ce que je vois, c'est que malgré toutes ces mauvaises nouvelles-là, à ce stade, au moment où on se parle, ce vendredi 23 mai, au matin, voilà, il y a une petite prise de consolidation, une prise de bénéfices, ok, mais à ce stade, ça s'arrête là, on commencera à dégrader sur certains niveaux, etc., etc. Mais à ce stade, c'est très bien. Heureusement qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles. Heureusement qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles. Je me demande où on serait sur le Nasdaq, sur le S&P, sur le Dow Jones. Heureusement qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Pour rappel, il y a pas mal de nouveautés, je voulais vous dire. Donc, au niveau de la table des investisseurs, la newsletter qui est gratuite, hein, je vous rappelle encore une fois, on fera le suivi du portefeuille Forteresse qui devrait arriver dans 10 jours. Vous avez reçu, vous le savez, cette semaine, la lettre mensuelle aux investisseurs. Je sais que vous l'appréciez toujours beaucoup. C'était ce mercredi. Donc voilà, grosse lettre mensuelle. Là aussi, il y a des vidéos privées, il y a plein de choses. Et puis, il y a un format à l'intérieur de la newsletter qui va arriver, qu'on a développé avec un créateur de contenu, un format très visuel, parce que lui, il fait beaucoup de formats d'ailleurs visuels et moi aussi. Un format qu'on appelle le focus, sur lequel en fait on va présenter, je pense à peu près tous les mois, selon nos disponibilités communes, une action sur laquelle il va y avoir de manière visuelle l'analyse fondamentale et derrière l'analyse technique avec les zones, etc. Ce sera une fois par mois. Donc ça, c'est mercredi. Bien sûr, tout ceci est gratuit. Il suffit simplement de vous inscrire donc à la newsletter qui comprend, vous le savez, actualité financière et tout le tralala. Ok, question de la semaine. Alors, question de la semaine, une question fort intéressante. C'est la question sur les shorts. Question sur les shorts. Alors, d'abord, avant de vous donner mon avis, de partager moi ce que je pense, c'est pas la vérité, hein, ce que je pense, c'est ce que moi je pense tout seul, évidemment. Ça n'engage que moi, mais d'abord expliquer ce qu'est le short, la vente à découvert. Donc, juste pour rappel, hein, vendre à découvert, c'est parier à la baisse sur un actif. Contrairement à un achat classique où on gagne si le prix monte, ici, on gagne si le prix baisse. Pourquoi se couvrir? Donc, pourquoi shorter? Même si vous êtes aussi à long terme, il est parfois intelligent, stratégique de se couvrir temporairement en prenant quelques shorts. L'intérêt, c'est de limiter les pertes, le drawdown, ce qu'on appelle le drawdown, hein, c'est-à-dire la différence entre le plus haut et le plus bas sur une performance de portefeuille. Donc limiter les pertes pendant une correction, protéger un portefeuille exposé, on appelle ça aussi le hedging. Vous en entendez souvent parler, tirer profit des phases baissières sans vendre ses positions long terme. Et tout l'intérêt, bien sûr, c'est de garder son capital investi tout en neutralisant une partie du risque. D'accord ? Exemple concret. Ça c'est voilà, j'allais aller trop vite, donc je vais prendre un exemple concret, après je vais le décliner. Donc par exemple, admettons que vous avez un portefeuille 100% actions, peu importe ETF, des actions individuelles, à la limite c'est pas le sujet. Donc vous pensez que là par exemple, comme tout le monde, depuis une semaine, depuis 2 semaines, depuis 3 semaines, depuis 4 semaines d'ailleurs, pense qu'il va y avoir une correction majeure, ce qui est encore une fois possible, à force de le dire ça va arriver. Donc pense qu'il va y avoir une correction importante de 5 à 10%. Qui va arriver. Et donc, voilà, on est 100% exposé, etc. Au lieu de tout vendre, eh bien, on a la possibilité de ouvrir un short partiel. Donc, quand on dit partiel, c'est sur une partie de son portefeuille, sur un indice ou sur une valeur qui est représentée dans un indice majeur et qui certainement sera impacté par la baisse. Donc, si le marché baisse, votre short compense une partie de la perte. L'idée, c'est de se dire, je vous prends un exemple, vous allez, je vais rentrer dans cet exemple-là, mais de manière un petit peu plus détaillée. Admettons, vous avez 10 000 euros d'actions. Voilà, vous avez 10 000 euros d'actions, peu importe, très bien diversifiées, etc. Vous sentez, vous voyez, il y a un certain nombre d'indicateurs qui font que vous pensez qu'on est à l'aube d'une correction majeure. Vous avez 2 solutions. Soit effectivement, vous prenez toute une partie de vos bénéfices sur votre portefeuille action. Soit vous vous dites, c'est embêtant parce que j'ai de très bons
de très bons prix d'achat sur mes actions, donc ça m'embête un peu de vendre. Soit parce que ce sont des actions que je veux garder à très très long terme, je veux pas les vendre. Soit parce que ce sont des actions sur lesquelles, pourquoi pas, je veux conserver parce qu'il y a un bon dividende, par exemple. Et donc ça m'embête de tout vendre. Mais à ce moment-là, vous avez la possibilité de vous dire, ben, je vais vendre uniquement 10, 15, 20%, et les 20% restants, je vais m'en servir pour me couvrir. Et là donc, je vais prendre un short, une position vendeuse, encore une fois sur un indice ou sur plusieurs actions, potentiellement même avec un petit peu de levier pour compenser, puisque ça va représenter que 20%, que pour compenser les 80% où je suis à l'achat. Et c'est ce qui va faire que lorsque le marché va baisser, eh bien vous, à côté, ben, votre portefeuille, oui, les 80% de vos actions que vous détenez, les prix sont toujours les mêmes, bien sûr, mais vos plus-values latentes vont baisser un petit peu, mais vont être contrebalancées avec vos positions vendeuses qui, elles, vont s'apprécier. Et donc, ceci va faire que, peut-être que vous baisserez, mais vous baisserez de manière beaucoup moins importante que si vous n'aviez rien fait. Voilà un petit peu l'intérêt. J'espère que j'essaie toujours de faire le plus simple possible, que ce soit sur la partie économique, les questions, etc. J'essaie toujours de faire le plus simple possible. Mais bon, des fois, le vendredi, on est un petit peu fatigué, on peut s'emmêler les pinceaux. J'espère que vous me pardonnez. Mais voilà, grosso modo, l'idée. Alors, maintenant, une fois que j'ai dit ça, certains qui me suivent depuis longtemps, il est vrai que lorsque j'ai démarré sur les réseaux sociaux, ça devait être l'été 2020, donc ça va faire 5 ans à peu près, grosso modo, que je suis sur les réseaux. Et il est vrai que les premières années, je prenais moi-même, et je partageais également pas mal de setup short. C'est-à-dire que voilà, quand je pensais que les marchés allaient corriger, il m'arrivait de partager des positions short que je prenais. Certains se souviennent d'un short, notamment sur Tesla à l'époque, qui avait bien marché sur des plus hauts, etc. Mais en réalité, je le fais quasiment plus. Pourquoi ? Parce que, eh bien, déjà, c'est extrêmement difficile. C'est la première raison. Il est très difficile de timer l'achat, mais également très difficile de timer la vente. C'est une des premières raisons. Mais c'est pas la seule. J'ai constaté, et on progresse à tout âge, paraît-il, j'ai constaté, mais je parle pour moi, hein, attention, hein, je parle pour moi, de mon cas, j'ai fait ma propre introspection, et moi, je l'ai toujours dit, j'ai pas la psychologie des marchés. Autant j'ai parfois une lecture qui est correcte, autant je pense que techniquement, ça va, je me débrouille, autant je pense sincèrement, même si, encore une fois, on progresse à tout âge, j'essaye de m'améliorer, j'ai pas la psychologie des marchés. Donc j'ai des biais, comme la plupart des gens, hein, j'ai des biais, donc je peux facilement me faire embarquer sur une idée, et si je suis pas raisonnable, je peux facilement me faire embarquer. Donc voilà, et ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, il est extrêmement difficile de passer d'un biais psychologique favorable à l'achat sur les marchés à un biais vendeur. Donc il est très difficile pour moi, ce que j'ai constaté sur mon propre trading, mais peut-être que vous c'est différent, encore une fois, je vous partage juste les raisons pour lesquelles je fais de moins en moins, voire plus du tout de short, parce que je constate qu'il est très difficile de passer de statut acheteur à un statut vendeur. Et surtout, au-delà de ça, ce qui est encore plus difficile, c'est l'inverse, c'est de passer de statut vendeur à un statut acheteur. Il y a des gens, et bravo à eux, sincèrement bravo à eux, qui arrivent à être short sur les marchés pendant des jours, voire des semaines, et tout à coup, ils passent acheteur. Tout à coup, en quelques minutes, ils changent de logiciel, leur cerveau, ils arrivent à le faire vriller pour, hop, passer full achat. Moi, j'arrive pas, c'est très difficile pour moi, donc voilà. Donc pour moi, j'essaye d'éviter, parce que j'ai remarqué que j'ai toujours besoin en réalité, eh bien d'une phase où j'étais vendeur, j'ai une phase de quelques jours où je suis plus rien en fait finalement, je suis assez neutre, avant de repasser sur une phase acheteur. Et la problématique, c'est que lorsqu'on a des baisses comme celles que l'on a eues récemment, ça va tellement vite avec CV Bottom que les 2-3 jours qu'il vous faut avant de changer de logiciel, la plupart du temps, vous avez loupé la baisse. Enfin, vous avez compris, vous avez loupé les achats dans la baisse. Donc, j'ai décidé, moi,
de beaucoup moins faire des shorts. Et en réalité, je profite désormais de la baisse des marchés pour faire des nettoyages de portefeuille. Voilà, ça c'est très important. Parce que lorsqu'on a des marchés haussiers, ben, on accumule des positions, qu'on tient, des reliquats, des machins, etc. Donc généralement, le portefeuille, après quelques semaines de hausse, il ressemble plus à grand chose, les portefeuilles swing. Je parle là, bien sûr, les portefeuilles swing. Donc c'est l'occasion de nettoyer, de prendre son temps, etc., etc., de voir ce qui tient encore et de voir ce qu'il faut nettoyer. C'est l'occasion, et ça c'est le plus important les amis, c'est l'occasion de préparer et de sortir les portefeuilles long terme pour préparer les zones. C'est ce qui fait que, pour moi, notamment sur la baisse qu'on a eu en avril, eh bien on a eu beaucoup de zones long terme parce que au travers des vidéos et sur le salon, etc., on en a beaucoup préparé. Donc ça a été, je crois, la recette, pas miracle, mais voilà, la recette aussi de ce succès-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis enfin, il y a quelque chose d'essentiel. Au-delà de tout ça, au-delà de la technique, c'est que pour moi, la baisse des marchés aujourd'hui, j'ai compris que c'était un moment pour essayer de souffler un peu, de moins trader, de laisser le cerveau un petit peu en pause pour essayer de respirer et tranquillement de préparer ses plans pour plus tard. Quand vous avez le cerveau qui est à l'achat, à la vente, qui fait les ranges, au bout d'un moment vous explosez et au bout d'un moment je suis convaincu que vos décisions ne sont plus tout à fait rationnelles. Voilà ce que je voulais dire donc sur cette première partie les amis. C'est mon avis, il est personnel, pardon, mais et je ne suis personne, voilà ce que je voulais, je ne suis personne pour vous donner encore une fois des règles ou des leçons. Je ne fais que vous partager au travers de ces vidéos ce que moi je fais. Et très sincèrement, ne prenez pas ce que je fais au pied de la lettre. Analysez ce que moi je vous dis, analysez votre profil qui est peut-être différent du mien, faites-vous votre mix. Et puis ensuite, vous déterminerez votre manière d'agir sur les marchés. Je le pense sincèrement, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Voilà les amis, on passe au CAC. Alors, le CAC 40, les marchés avec un CAC 40 qui... Alors déjà, on va faire un tour niveau mensuel, on est au-dessus de la M10 mensuel, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Le CAC, bon, au moment où on se parle, il est 10h30, le CAC est à 0. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Là aussi, est-ce qu'on peut dire avec cette bougie hebdomadaire qu'on est sur un retournement de marché? Peut-être, mais je ne trouve pas spécialement. Moi, je serais inquiet à partir du moment où on aura une clôture. Hop là, on aura une clôture sous un plus bas hebdomadaire. Pour le moment, c'est pas encore le cas. On verra à la fin de la journée, bien entendu. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Moi, ma zone d'invalidation, elle est là, elle est en bleu. Voilà, c'est toute cette zone-là. 7000, alors pour un moyen mémotechnique, hein, grosso modo, c'est une zone, hein, c'est pas au point près. Mais retenez 77777, 7777, pour moi, c'est la zone grosso modo d'invalidation. C'est-à-dire que si effectivement on clôture sous la zone ici des 7777, bon, là, il y aura deux hypothèses de travail. Soit c'est qu'en fait, on attaque une structure corrective beaucoup plus grande. Ce sera d'ailleurs mon scénario le plus probable. Soit effectivement, c'est qu'on a retourné le marché. Moi, ce que je pense, ce que je crois, c'est que effectivement, il y a la possibilité d'avoir un scénario type, voilà, un petit peu ce qui s'était passé ici, c'est-à-dire une poussée, une consolidation et enfin un nouvel élan haussier. Voilà. Mais tout ceci, alors je vais devoir repréciser parce que c'est toujours pareil, il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits, mais c'est le monde hein, qui veut ça. On vit dans un monde, en fait, il faut faire des raccourcis pour tout, en fait. Et c'est triste parce qu'en fait, le monde est beaucoup plus complexe que ça, en réalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, mon scénario principal, encore une fois, et vous allez le voir sur de l'hebdo, ouais, sur de l'hebdo, c'est plus visible. Moi, je pense que, je me répète encore, mais apparemment, il faut, je pense que sur du moyen long terme, on est sur un scénario de range. Je pense que tout ça, là, c'est un range. Je ne sais pas quel va être les mouvements, là je dessine au hasard. Ces mouvements de ce range peuvent être comme ça et ça peut durer des mois ou des années. Ça, c'est mon scénario de fond, ok? Il peut être erroné, d'accord? On peut très bien, derrière aussi, casser par le bas et repartir à la baisse, comme on peut casser par le haut, exploser. Ok. Moi, mon scénario, c'est pas celui-là. Mon scénario, c'est un scénario global,
Voilà, avec peut-être des prises de liquidité en haut, des prises de liquidité en bas, etc. Mais globalement, pour moi, c'est un marché qui va trop rien faire pendant encore quelques mois. Ça, encore une fois, c'est le scénario de fond. Maintenant, dans un range, vous avez des tendances qui se dessinent, des tendances plus court terme. C'est ce qu'on joue notamment pour les swings. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire, lorsque, par exemple, on arrive en données journalières à repasser au-dessus des moyennes mobiles courtes, notamment la 10, ou la 7, ou la 8, ou la 9 exponentielle, ce que vous voulez, on s'en fout. Tant qu'on est au-dessus des moyennes mobiles courtes, notamment journalières, encore une fois, surtout journalières, bon ben, on essaye de choper des swings. C'est-à-dire que une fois qu'on voit que les indices directeurs, eux, ont des flux court terme positifs, on va aller regarder sur nos screeners les actions qui pourraient profiter de ce flux. Notamment les mid and small, on le sait depuis quelques semaines. On ira voir le CAC Small juste après. Très bien. Maintenant, ça, c'est quand tout va bien. Si le CAC 40 décide de s'installer, comme je vous l'ai dit, de finalement casser cette tendance, ce rebond qui est énorme, hein, c'est un rebond de 17,62% de mémoire, voilà, 17,62%. Si le CAC 40 décide que cette stabilisation depuis 10 jours finit par casser par le bas, d'accord ? Qu'est-ce que nous on fait? Eh bien là, on sort les positions et les portefeuilles long terme et on sort les zones de travail long terme pour se dire, si c'est une consolidation, ben on attend à nouveau qu'on recasse par le haut pour pouvoir prendre des swings. Si cette consolidation finalement c'est un retournement de marché, eh bien on prépare encore une fois nos zones de travail long terme pour pouvoir en profiter et construire nos portefeuilles long terme. Ok? C'est là où il faut aussi être agile. Il n'y a pas... les choses ne sont malheureusement pas aussi simples et on peut pas faire des raccourcis. C'est pas parce qu'on dit qu'on est à l'achat depuis le mois d'avril sur des swings qu'on est bullish, qu'on pense que le CAC 40 va aller à 10 000, etc. Enfin, je crois pas vous avoir dit ça sur les différentes vidéos. Au même titre que, voilà, je pense pas vous avoir dit non plus que le crash allait arriver et que, voilà, au contraire, je pense que on a été plutôt sur la chaîne acheteur. Globalement, acheteur sur le gros repli qu'on avait eu à proximité d'une grosse zone, vous le savez, les fameux 6008, ça c'était pour le portefeuille long terme, puis acheteur à partir du moment où on s'est installé mi-avril au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. C'est tout. Et j'ai pas la capacité, les amis, vraiment, je vous assure. Et alors, il y a peut-être des gens qui sont très forts, j'en sais rien. Mais moi, j'ai pas la capacité de vous dire où va le marché. J'aimerais vous le dire. Si c'était le cas, si un jour j'arrive, je vous le dirai. Je vous dirai, bon, ben, je suis persuadé que les marchés vont aller faire de nouveau plus haut ou faire de nouveau plus bas. Mais en réalité, j'en sais rien. Je ne fais juste que analyser un graphique existant en vous disant, ben là, les probabilités sont supérieures. Ou là, au contraire, les probabilités sont inférieures. Voilà. C'est juste une analyse de probabilité qu'on fait. Voilà. Et même si, encore une fois, comme on l'a dit dans la partie économique, je pense que les probabilités qu'on ait une récession aux États-Unis et que donc, oui, certainement que les marchés vont souffrir quand ça arrivera, je pense pour autant qu'on peut avoir une nouvelle jambe de hausse. Donc il est possible qu'on ait voilà, une espèce de correction, une nouvelle jambe de hausse, et qu'on se rende compte au milieu ou à la fin de l'été que finalement les chiffres sont catastrophiques, que les taux à 10 ans vont plonger, que derrière, le marché va jouer une récession. Voilà. Et ce scénario-là sera aussi en cohérence avec le scénario de long terme, par exemple, que l'on a d'un gros range. Donc, c'est là aussi où il faut essayer de comprendre que le marché est fractal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des tendances à l'intérieur de tendances plus court terme, à l'intérieur elle-même de tendances encore plus court terme. C'est vrai pour l'analyse technique, c'est vrai également pour l'économie. Je ferme la parenthèse, mais qui est importante, parce qu'il fallait faire le point là-dessus. Encore une fois, vu la nervosité sur les différents réseaux sociaux, il me semble utile de rappeler un certain nombre de choses importantes. Donc voilà, essayons toutes et tous de comprendre et d'avoir un minimum de bienveillance et de comprendre aussi qu'on peut se tromper. Moi, je me plante très souvent et j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Bon, on accélère. Au niveau du CAC Small, très résilient. Il suit le scénario précédent, donc gros rebond, hein, c'est un rebond de 26%, là où le CAC a fait un rebond de 17,62%, ou 68, je sais plus. En tout cas,
on avait le scénario où j'ai dit, bon, tant qu'on tient la zone rouge et qu'on construit au-dessus, c'est parfait. C'est ce qu'elle est en train de faire. Alors, on avait un biseau descendant en hypothèse de travail, mais visiblement, on s'oriente plus vers une espèce de tasse avec anse. La congestion est canon. Maintenant, il faut valider tout ça. Il faut casser par le haut. Et si on casse par le haut, l'idée, c'est d'aller accélérer et d'aller combler le gap de la dissolution qui avait eu lieu au mois de juin l'année dernière. Ok, les amis? Je reprends désormais et on passe désormais aux actions. Alors évidemment que ce rebond, il n'est pas accompagné du tout, et c'est un petit peu la tristesse, il n'est pas accompagné du tout par le luxe. Et notamment par Hermès, qui alors a tellement progressé aussi que on va lui, comment dirais-je, on va lui pardonner. Mais voilà, Hermès, pour moi, il n'y a rien à faire sur Hermès. C'est une valeur de grande qualité, etc. Mais pour moi, c'est une valeur qui est en train de perdre beaucoup en momentum. Donc déjà, là, il n'y a rien à faire. Pour le moment, ça corrige. Alors oui, vous pouvez avoir du rebond, vous pouvez avoir... Mais pour moi, globalement, le scénario sur Hermès, c'est un scénario de structure corrective qui pourrait d'ailleurs à terme casser par le bas. D'accord? C'est plutôt ça ce à quoi je m'attends sur Hermès dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc pour moi, investisseur, il n'y a pas forcément énormément d'opportunités sur ces niveaux-là. Et trader, c'est un petit peu pareil. Voilà. Donc pour moi, ces grosses valeurs-là, en tout cas sur le luxe, Hermès, étrangement, même si c'est la meilleure des trois principales, je veux dire, eh bien, effectivement, c'est pas celle que je regarde le plus. LVMH, je la regarde, même si pour le moment elle est décevante. On avait, souvenez-vous, alors je vais d'abord la mettre effectivement en hebdo. Donc en hebdo, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est effectivement sur une zone de support oblique hebdomadaire, qui est ici. Et je vous avais dit, voilà, il y a la congestion, il va falloir la casser, pas en 4 heures en journalier. Il y a la congestion, il va falloir la casser par le haut et après construire. La congestion a eu lieu, la cassure par le haut a eu lieu également, donc on a eu une belle accélération, hein, puisque derrière on a eu une reprise quand même de 10%, ce qui est quand même pas mal pour LVMH, mais derrière, patata, on recasse tout. Et on recasse tout bien comme il faut, c'est-à-dire qu'on est en train de jouer aujourd'hui à se faire peur. Et on a la zone des 476. Attention sur LVMH de surtout pas lâcher la zone des 470 €. Si on lâche la zone des 470 €, là, on a fait le pullback là, sur l'ancien support, très bien. Donc, on a fait le pullback derrière vendu. Mais attention de ne pas lâcher la zone des 470 €, où là, moi-même, je dirais, ou là, gaffe, parce que derrière, le potentiel baissier, il est énorme. Énorme. Et là, certainement que ça engendrera le fameux marché baissier que tout le monde attend et que tout le monde a déjà prévu. Donc, pour moi... peut-être que, en effet, pour savoir où va le CAC 40, il faut regarder où va le luxe, et dans le luxe, il faut regarder où va LVMH. Il est clair que si LVMH ne se reprend pas rapidement, ça va fortement handicaper, bien sûr, le CAC 40. Kering, paradoxalement, est un petit peu mieux. Paradoxalement, est un petit peu mieux que LVMH. Elle a bien sous-performé aussi dans la chute. C'est aussi pour ça aussi qu'il y a quelque part un petit effet rattrapage. Donc voilà, on a eu le rebond, on a la construction. Là on le voit, il y a une belle congestion qui est en train de se mettre en place ici. Voilà. Il va falloir regarder la semaine prochaine que décide de faire Kering. Cassure par le haut, on peut tenter effectivement un rebond pour aller chercher dans un premier temps les 193, voire plus si affinité, notamment les plus bas ici de novembre, c'est-à-dire grosso modo les 200 et des bananes. Casse par le bas, commence à revenir sous les 170 sur Kering, c'est pas bon. Et là, les probabilités d'aller rechercher les zones sous les 140 et les 120 sont assez importantes. Donc pour moi, je pense très sincèrement que ce sont les deux actions pour savoir que va décider de faire le CAC pour le mois de juin. Je pense que ce sont les deux actions qu'il faut suivre techniquement de près, voire de très près. Et au vu des congestions, notamment de Kering, je pense que ça va bouger rapidement. Je pense que la période de stabilité que nous avons sur les indices depuis une semaine, 10 jours, elle ne va pas durer longtemps. Donc on devrait avoir une nouvelle accélération ces prochains jours. Quel sera le déclencheur? Je ne sais pas. Société Générale, c'est un petit peu, si vous voulez, pas mon inquiétude, mais ma prudence.
La prudence, c'est ça. C'est que Société Générale, vous le voyez ici, c'est très bullish. C'est un mouvement très agressif. Mais c'est un mouvement en mensuel. Voilà, vous allez le voir. Mais c'est un mouvement en mensuel qui arrive sur des gros niveaux maintenant. Donc, quid de la suite? Est-ce que véritablement on est sur un marché et sur des bancaires européennes qui ont tout cassé, qui ont fait les banques européennes, je crois qu'elles ont fait 160% de perf en 18 mois. C'est délirant. Hein, et là, vous voyez, hein, Société Générale, elle est quand même passée de 156%. Elle est passée de 19 € à 50 €. C'est colossal. Mais la question, est-ce qu'elle a encore le punch? Voilà. C'est ça ma question principale. Désormais, ce qu'il va falloir observer, c'est est-ce que Société Générale va construire là-dedans et à ce moment-là, tout casser par le haut? Ou est-ce que derrière, on va avoir un retournement? La réponse, je ne l'ai pas, les amis, je ne peux pas vous la donner. Mais dans le comportement de Société Générale et des bancaires, on va le voir. Eurofin Scientifique fait partie des valeurs qui, pour moi, sont en train de se retourner. Et c'est intéressant d'avoir un petit peu peut-être de ce genre de valeur en portefeuille, parce que, vous le voyez ici, voilà, nous avions effectivement une grosse oblique, voilà, capée ici, ici, ici et ici. On est arrivé à sortir par le haut de cette grande figure. Et là, vous savez ce que je vais vous dire, pour la plupart d'entre vous, on est en train de construire la petite figure. Donc, là aussi, effectivement, à suivre de très près. Pourquoi pas, tenter quelque chose au-dessus des 57,18 €. Les invalidations, ça dépend de votre profil, ça dépend de votre money management, ça dépend de tout un tas de choses. Quel est l'objectif sur Eurofin Scientifique? Pour moi, ce serait d'aller retrouver dans un premier temps la zone des 62 € à peu près, qui peut être une belle zone de première prise de bénéfice. Vous avez du Ruby qui a bien rebondi également, Ruby. On avait parlé de cette zone-là de support oblique, et en réalité, on ne l'a jamais touché. C'était une zone que j'espérais, moi, pour acheter. Et on est venu, voilà, la zone était plutôt, on va dire, sous les 21. On a fait le plus bas à 21,50. Donc, j'ai pas eu, moi, à titre personnel, la zone que j'attendais, que j'espérais. Tant pis. Maintenant, le rebond, effectivement, est magnifique. Je pense qu'il doit y avoir une oblique, là, d'ailleurs, à vue d'œil. Il doit y avoir une petite oblique. Voilà. On ne doit pas être loin de l'oblique là, ou même celle-là, peut-être. Oui, d'ailleurs, c'est celle-là que le marché voit. Donc, hop, voilà, on la voit, elle est très propre, pour le coup, c'est ça que le marché voit, donc il va falloir repasser au-dessus de ça. Ok? Donc il va falloir repasser au-dessus de cette oblique-là, et là, pour le coup, ça peut être effectivement intéressant, mais c'est pas fait. Donc, voir la congestion qu'on a en cours, et voir la capacité éventuellement de casser par le haut. Le mouvement pour moi hein, sont remis en question si on repasse grosso modo sous les 27,50 €, quelque chose comme ça. Bouygues. Alors Bouygues elle est pas mal, hein, elle est pas mal, mais là aussi comme c'est là où mon interrogation est présente, Bouygues, ce qui me gêne un petit peu au niveau de Bouygues, c'est que voilà, on arrive quand même sur des niveaux, on va arriver sur des niveaux quand même un petit peu important, quoi. Voilà. Ce niveau-là, niveau de résistance, niveau de résistance, niveau de résistance, c'est en mensuel, hein. Niveau de résistance, niveau de résistance, niveau de résistance. Donc, elle est méga bullish, super mouvement, mais quid du potentiel. Donc, dans cette zone-là, je ne sais pas, véritablement, si Bouygues va avoir la capacité d'accélérer, et même, pourquoi pas, de casser les 46 pour aller rejoindre les plus hauts ici de 2007. Donc, voilà, on a beaucoup de graphes comme ça, si vous voulez, qui vont nous donner le là. C'est-à-dire que les rebonds ont été extraordinaires. Bouygues, qui est une action très molle, a fait un rebond de 44%, c'est colossal. Mais ce n'est qu'un rebond dans un espèce d'immense range où on vient retrouver tout de suite les résistances. Donc la suite, je ne la connais pas. Capgemini, c'est la même chose. Capgemini, vous le savez, la zone qu'on avait indiquée a fait le rebond. C'est la zone des 110. Voilà. Elle a fait le rebond. On est revenu, donc pareil, on a fait un rebond fantastique, puisque c'est 42% de rebond. Mais on voit que eh bien, cette zone de support, pour le moment, fait résistance. Toute la question, en fait, c'est de savoir pour moi, est-ce qu'on va congestionner, consolider
pour vraiment marquer le retour de la tendance haussière, ou est-ce que finalement ça n'aura été que du rebond avant de repartir à la baisse et retrouver la zone des 110 qui sera à nouveau, pour ceux qui ont loupé l'opportunité la première, à nouveau une zone d'opportunité long terme. Donc encore une fois, comme beaucoup de titres, globalement on est en observation. Pernod, et après on verra Rémi également, Cointreau, Pernod c'est la même chose. Oui, la zone ici des 81 € a fait support. Oui, il y a eu un rebond. Mais non, on n'a malheureusement pas, un rebond de 20%, pour Pernod c'est pas si mal que ça, mais non, on n'a pas retourné la tendance à ce stade. D'ailleurs, quand vous mettez la moyenne mobile à 10 mois, vous voyez qu'on évolue toujours en dessous, et vous voyez qu'elle est toujours baissière, et vous voyez ici d'ailleurs qu'elle a capé les cours. Tant que vous n'arriverez pas sur Pernod Ricard à installer une stabilisation, et ici, avec votre moyenne mobile, à repasser au-dessus, eh bien, on ne pourra pas parler à ce stade de retournement. Pour le moment, ce ne sont que des rebonds techniques. Alors, les retournements, la majeure partie du temps, démarrent par un rebond technique. Vous avez la première partie du rebond technique, la seconde partie, construction, latéralisation, figure, tout ce que vous voulez, troisième partie, cassure par le haut et retournement. Là, on est sur la toute première partie. Mais dans une tendance baissière, les rebonds techniques sont souvent vendus. C'est le problème. Alstom... Alors, Alstom, il y a à boire et à manger. Bon, là, c'est plus sur la partie trading hein, qu'il faut la regarder. On en avait parlé. Vous avez dit, voilà, pour moi, on est encore sur de la construction. Donc, on peut être sur une construction large. On peut être sur... Ce qui est intéressant sur Alstom, là, pour les traders très court terme, c'est effectivement que vous avez une réduction de volatilité. Donc, il y aura peut-être quelque chose à tenter. Peut-être quelque chose à tenter pour jouer un mouvement, là, un peu court terme. Mais là je m'adresse aux traders. Pour les investisseurs, éventuellement, ceux qui veulent acheter du Alstom, moi je suis pas forcément hyper convaincu par la valeur, mais pourquoi pas après tout, eh bien vous aurez peut-être cette zone-là. D'accord? La zone des 17, voilà, 16,5, 17,2, toute cette zone-là, ça peut être une zone éventuellement sympa pour pouvoir éventuellement tenter quelque chose. D'accord? On verra si ça va un petit peu plus vite, si ça va... Voilà. Mais grosso modo, à proximité de ce support oblique, ça peut être intéressant. Ok? Michelin. Donc Michelin, elle est là. Bon, Michelin, alors Michelin, je vous la mets en mensuel. Ouais, non, je vous la mets en hebdo. Michelin, pour moi, c'est une action magnifique. Mais pour moi, on n'est pas sur une opportunité. Je pense qu'on est sur une action qui est en train de digérer, là aussi, qui est en train... Alors, on peut faire, bien sûr, on peut aller chercher des nouveaux plus hauts, tout est possible. Mais je pense que le ratio gain-risque, en fait, n'est pas élevé. Le ratio gain-risque sera intéressant si on arrive à continuer cette congestion-consolidation, venir dans cette zone-là. Première zone qui peut être intéressante. Donc, on verra en fonction de la vitesse à laquelle, là où je vous ai mis des zones comme ça, mais on verra en réalité la vitesse à laquelle on s'approchera du support oblique, et de là sera déterminé le prix en réalité de l'opportunité. Ok? Donc voilà, pour Michelin, pour moi, trader comme investisseur, il n'y a pas grand chose à faire. Ubisoft, bon alors j'ai vu que eh bien, il y avait eu des petits changements là, en termes de direction. Bon, moi j'ai pas trop d'avis sur Ubisoft. Je pense toujours on risque une nouvelle attaque baissière. Donc voilà, honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire. Donc je pense que c'est une action quand même en grande difficulté. Éventuellement pour les traders, la cassure des 10,60 pour aller chercher le gap, pour aller chercher la MM200, pourquoi pas. Mais par contre, attention, si on casse ce support oblique là, les probabilités, encore une fois, d'avoir un retour sur le fameux oblique la fameuse oblique de long terme qui est là, qui passe par les plus bas ici et les plus bas là, elles sont très importantes, les probabilités. Ok. Sanofi, alors Sanofi, comme d'habitude, c'est la zone oblique qui est hyper intéressante en hebdo. Voilà. Bon, elle est très claire, hein, on la voit, la zone oblique. Donc à chaque fois qu'on va dedans et qu'on est intéressé par Sanofi, ben, ça vaut le coup. Donc pour moi, c'est vraiment achat sur opportunité, hein, dès qu'on rentre dans la zone bleue. Donc voilà, là on est rentré dans la zone bleue, c'est 15%. Là on est rentré dans la zone bleue, le rebond en cours a été de 8%. Après c'est Sanofi, c'est mou. Hein. Sanofi, voilà, on n'est pas du tout sur quelque chose on n'est pas sur du Nvidia hein, en termes de volatilité par exemple.
ou sur du AMD, ou sur du Condaze, par exemple. Donc voilà, on sait ce qu'on achète aussi, c'est plus du fonds de portefeuille. VCAT, la zone long terme avait parfaitement fonctionné sur VCAT. Voilà, c'était la zone qu'on attendait, la zone des 30-32. Il y avait deux zones qu'on avait indiquées à l'époque. C'était la zone des 30-32 et la zone ensuite du support oblique ici. D'ailleurs, j'ai oublié une ellipse. Là, voilà. La première, effectivement, a fait son effet. Est-ce que c'est le moment d'investir sur VCAT? Ben, c'est un petit peu comme les Bouygues, comme il y avait quoi d'autres, Société Générale, c'est d'autres secteurs bien sûr, mais voilà. On va arriver petit à petit sur des niveaux de résistance. Alors, il y a encore un petit peu de marge sur VCAT, c'est vrai. Encore un petit peu de marge. Pourquoi pas en mode trading? Maintenant, en mode investisseur, le ratio gain-risque, il n'est pas énorme, il n'est pas immense. Niveau trading, c'est pas l'action la plus propre. Alors, regardez, c'est assez erratique, il y a des mèches, il y a des... Donc, pas forcément convaincu. Il faudrait vraiment qu'on ait voilà, un pattern canon pour pouvoir tenter quelque chose. D'accord? Pattern canon ici, avec voilà, une petite réduction de volatilité. Et à ce moment-là, voilà, vous tentez quelque chose avec toujours pareil, un petit stop sous le pattern et vous accompagnez la hausse. Mais voilà, c'est pas forcément l'action la plus facile à trader. Eutelsat, qui a fait pas mal de belles choses hein, ces dernières semaines, avec une belle hausse spéculative. La consolidation a été aussi d'ailleurs tout à fait volatile. Il y avait du mieux. Moi, j'ai été attentif à deux congestions là-dedans qui n'ont pas abouti. Alors, il y a une première qui était très très bien partie, c'était celle-ci. Hein, parce que derrière, effectivement, il y avait eu une hausse de 36%, donc c'était plutôt pas mal. Et il y avait une seconde, moi, que je regardais de très près, qui était celle-ci. Là, on la voit. Voilà. Avec une belle réduction de volatilité. Voilà, une très très belle réduction des volumes ici. Donc, il y avait tout pour déclencher. Mais il manquait presque le principal, si je puis dire. Il manquait le break. Il manquait le break des 4,15. Et donc, éventuellement, voilà, derrière la cassure et la relance. Ça s'est pas passé comme ça pour Eutelsat, puisque derrière, on est revenu sur le support ici, le support oblique, qui passe par les points du 25 mars et du 7 avril. Et là derrière, hier, on a fait une très mauvaise séance. On tente aujourd'hui de sauver tout ça. On est bloqué par à la fois donc, le support qui fait résistance, mais également par la M200. Donc, c'est dégradé. Ça ne veut pas dire que c'est mort. Il n'y a jamais rien qui est totalement mort en bourse. Hein. Eutelsat peut très bien faire ça et ensuite repartir à la hausse, bien entendu. Mais en tout cas, aujourd'hui, si on est lucide, la configuration technique sur Eutelsat, c'est pour le moment dégradé. Donc moi, à titre personnel, je resterai pour le moment à l'écart sur Eutelsat. Donc Ubisoft, on va pas la faire deux fois. Amoeba, alors Amoeba, donc elle a bien, c'est une valeur qui a bien progressé, hein. Bien progressé. Il faut voir d'où on vient. On en avait parlé, souvenez-vous, il y a un paquet de temps, dans la congestion mensuelle, là-dedans. Les congestions mensuelles, elles sont magnifiques. Alors après, attention, hein, c'est une valeur un peu spéculative, tout ça, mais en tout cas, il y a de l'intérêt, il y a du flux. C'était intéressant, vous voyez, il y avait cette bougie-là qui était... Voilà, cette bougie-là où il y avait très peu de volume, cette bougie-là où il y avait très peu de volume, on le voit, plus bas volume historique mensuel. Ça, c'est des indications aussi, hein, sur lesquelles vous pouvez faire des screeners aussi. Et derrière, on a breaké, derrière, on a accéléré. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Le mouvement était vraiment canon, tout ça sur des niveaux de support, etc. On a breaké l'oblique, donc il n'y a rien à dire, la config est canon. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, on est quand même sur des zones importantes, hein, sur un Amoeba. Donc ça peut continuer, bien sûr, mais on est quand même voilà, sur un niveau de friction, un niveau d'échange qui est quand même assez important. Donc ça a engendré la prise de bénéfice. La réaction est plutôt pas mal. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'on est en train de construire une figure un petit peu plus longue. Donc nous allons voir, nous allons observer et voir en effet si on a la capacité sur ce titre à faire une belle réduction. Et à ce moment-là, pourquoi pas tenter quelque chose. Attention à la taille de position, là aussi. Engie, solide Engie, qui revient sur le haut de range. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On n'a pas eu forcément la congestion qu'on attendait. Donc pour moi, ça semble être un range. Alors pourquoi pas? Petite réduction de volatilité là. Il y aura peut-être quelque chose à tenter au-dessus de tout ça, avec un stop peut-être sous les 18,13. Et après, ben, on le sait, les objectifs sont quand même plutôt pas mal.
puisque vous pouvez aller chercher par exemple les plus hauts ici aux alentours des 20 € et après plus si affinité. Donc pour moi, c'est toujours très positif. Tout comme Carrefour, qui tient bien, Carrefour, qui a vraiment bien rebondi. Alors là, en réponse à quelqu'un, il y a de ça 3-4 semaines qui disait Carrefour ça rebondira pas, il disait bah, il faut attendre. Moi l'objectif c'était de revenir à proximité de cette oblique dans un premier temps, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, plutôt pas mal. Cassure, la congestion, et derrière, effectivement, on arrive à faire un bon mouvement. C'est un rebond quand même de 20%, ça paraît pas beaucoup, mais sur Carrefour c'est beaucoup. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez parlé du signal d'achat. Vous pouvez reprendre les anciennes vidéos. Hein. Voilà, c'était la vidéo du vendredi 9 mai. Je vous avais partagé la possibilité d'acheter et de monter un plan. Cette possibilité-là, moi je l'ai proposée également sur MTT. Et donc on est toujours dedans. Et donc on accompagne pour répondre à un tweet où c'est qu'on met le stop. Bah, nous on accompagne au fur et à mesure, quoi. Voilà, sous les plus bas de la veille, des choses comme ça. Mais encore une fois, moi, vous savez, sur le swing et sur l'instabilité des marchés actuels, je m'amuse pas à prédire l'avenir. J'essaye d'accompagner le plus longtemps possible les trades. Et quand les trades décident de se retourner, je sors. Voilà, je ne m'embête pas plus. Alors, ALTBG, qui a fait évidemment l'actualité. Tout le monde parle beaucoup, bien entendu, de ALTBG. Bon, à LTBG, je pense avoir été un des premiers à en parler, puisque, vous le savez, on avait une position. On avait une position qu'on avait prise ici, très exactement. Et qu'on a vendue, alors, la veille des résultats, je ne sais plus si c'était là, le 2 mai, ou quelque chose comme ça. Ce que je veux dire, et c'est toujours très important, parce que le sujet, c'est pas de dire... déjà, tout le monde a raison. Tous les commentaires qui sont donnés et dits sur ALTBG, tout le monde a raison. Il y a ceux qui disent ALTBG, il y a un momentum de fou, il faut continuer de chercher des achats. Ils ont raison. Il y a ceux qui disent que ALTBG, ça devient risqué parce qu'il y a des volumes énormes et que à un moment donné, avec une telle volatilité, il peut y avoir des drawdowns énormes. Ils ont raison aussi. C'est ça, pourquoi vous voulez systématiquement vous opposer tous? On n'est pas obligé de... On peut avoir des avis complémentaires et qui sont justes et justifier les deux. Ce que moi je dis, c'est que sur ce genre de valeur, le momentum est hyper favorable. On a une moyenne mobile à 10 jours qui est haussière et on est au-dessus. Il faut continuer de chercher des achats sur des valeurs dans ces configurations techniques-là. Première chose. Je parle pas du fondamental, tout ça, j'ai pas envie. Après, c'est sujet à débat. C'est voilà, ALTBG, pour ceux qui la connaissent depuis longtemps, vous savez grosso modo qui sont les dirigeants. Vous savez comment est gérée la boîte. Elle a été très mal gérée par le passé. Peut-être que les choses ont changé. Pourquoi pas? On peut croire en ce qu'on veut. Encore une fois, c'est pas là le sujet. Je parle juste techniquement. Techniquement, on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, qui est haussière. Donc il y a rien à dire. Le flux est là. Maintenant. Si vous n'en avez pas, si vous en avez, il y en a pas mal qui m'ont partagé leur réussite, bravo à eux, qui en ont acheté ou comme nous dans la congestion, ou comme nous dans la congestion, alors je sais plus si c'était là ou là, bon peu importe, ou comme nous dans la congestion, ou un petit peu plus tard, et qui accompagnent, bravo à eux, c'est super, c'est génial, excellent. Et après, moi, en fait, c'est ceux qui en ont pas qui m'inquiètent. C'est ceux qui... Moi, je reçois des messages où en fait, j'ai des gens, il faut comprendre aussi mon positionnement, j'ai des gens qui m'envoient tous les jours des messages en me disant, est-ce que c'est comme ça, vraiment c'est comme ça, est-ce que c'est le moment d'acheter du ALTBG? Tout le monde me dit qu'il faut que j'achète, j'ai 2000 € là de côté sur mon livret A que je fais rien, est-ce que c'est le moment? Vous comprenez que c'est très compliqué pour moi de répondre. Donc, je vais répondre ceci. Est-ce que c'est sur ce type de configuration qu'il faut chercher à aller? La réponse c'est oui. Maintenant, quand je vois autant de volatilité, autant de volume, des pics de volume comme ça, j'ai tendance à dire attention quand même. Cherchez vraiment. D'ailleurs, vous avez vu, hein, quelqu'un qui a acheté ici à 4 € a subi en quelques heures une baisse de 43%. Vous imaginez quelqu'un qui fait n'importe quoi et qui fait all-in sur la LTBG à 4 €, quelques heures plus tard, il se retrouve à 2,23 €. Vous imaginez l'impact psychologique, la charge émotionnelle que vous prenez dans la gueule? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ce que je dis juste, c'est si vous voulez acheter du LTBG, soit allez-y tranquillement, d'accord? Soit attendez un setup. Un setup type ce qu'on avait ici, voilà. Où, du coup, vous allez pouvoir avoir une invalidation sous le pattern.
Ce setup arrivera tôt ou tard. D'accord? Maintenant, il faut comprendre que là, il y a beaucoup de volatilité et selon où vous achetez, vous pouvez en quelques heures faire plus 30, comme en quelques heures faire moins 30. Et moi, lorsqu'on investit pour en quelques heures faire plus 30 ou moins 30, j'appelle pas ça de l'investissement, j'appelle ça du casino. Voilà. C'est ma vision des choses. Maintenant, si ALTBG décide ici de nous faire une super figure, c'est-à-dire de nous faire une belle réduction de volatilité, etc., alors là, je serai le premier à vous dire, ok, là on a un setup, on a quelque chose à tenter, et on va tenter quelque chose à nouveau pour pouvoir espérer aller accompagner. Les objectifs, en plus, ils peuvent être importants maintenant qu'on a breaké ça. Je veux dire, pourquoi pas les retrouver les plus hauts historiques? Pourquoi pas? Mais moi, je n'y vois aucun inconvénient. Hein. Vous savez, moi, j'aime bien le Bitcoin en plus. Vous savez, mon positionnement sur les crypto-monnaies. Donc, pourquoi pas? Pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. Ok? Mais de grâce, faites attention. Voilà. Mon message, c'est quand même de la prudence sur ce genre de valeur parce que on a connu bien des drames financiers et donc souvent drame financier égale malheureusement également trop souvent drame humain. Ok. DBG, alors qu'a tenté le break qui est revenu en arrière. Voilà, qu'a tenté le break qui est revenu en arrière, mais qui semble vouloir retenter quelque chose. Donc c'est pas mal. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup, hein, c'est le graphe mensuel. Voilà, moi, c'est le graphe mensuel que j'aime énormément, puisque là aussi, on est sur un pattern qui ressemble beaucoup à celui que nous avions vécu en 2015. Et derrière, voilà, on fait la tentative. Donc pour moi, c'est toujours très intéressant. De CRSI, donc c'est plutôt pas mal. De CRSI, c'est plutôt pas mal. On a un positionnement là de consolidation de range aussi en mensuel. En journalier, c'est encore plus visible ce range. Donc voilà, le double triple top ici, il a été cassé derrière. On a une belle accélération, mais pour le moment, on est dans un range. Ce que j'espère, ce que j'attends, c'est que l'on ait ici un beau pattern. Et là, à ce moment-là, on tentera éventuellement quelque chose. SES. Donc SES qui a fait également un super pattern. Donc nous on en a un petit peu. C'est un pattern, on en avait parlé ici même dans les vidéos hebdo sur cette. Alors c'est très baissier, hein, attention, SES, je vous ai pas montré le graphe long terme, mais c'est très baissier. Alors ça n'a pas toujours été baissier, puisque de 2005 ici à 2015 c'était un graphe très haussier, mais depuis le graphe s'est retourné. Bref, en tout cas ce qui est intéressant, c'est qu'on est au début de quelque chose. On est au-dessus de la moyenne, on est sur le premier pattern au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui est en train de se redresser. On est au-dessus de l'oblique ici en rouge, bon vous avez compris. Et ce que j'ai bien aimé ici, c'est voilà, la cassure, la congestion. Donc nous on a tenté, il y a une nouvelle congestion, il faut confirmer. Il faut confirmer et il faut éventuellement tenter quelque chose. L'objectif c'est de revenir dans cette zone-là dans un premier temps. Ok. Interparfum, nous sommes également dans la congestion. Donc toujours pareil, hein. Interparfum, donc la zone d'achat long terme, elle était là. Les 32 et des bananes et les 19 et des bananes, il n'y a rien qu'à changer, c'est le suivi, hein, dans cette vidéo, toujours dans la vidéo hebdo, je sais, voilà, je mets des nouvelles, je mets des anciennes pour faire le suivi, il n'y a rien qui change, il faut suivre ce pattern là, tant qu'on tient la zone des 36 € sur Interparfum, il faut surveiller pour faire un nouveau break par là, donc c'est plutôt pas mal. Events qui a très bien résisté, hein, ALD, l'ancienne ALD. Ce qui est très intéressant sur Events, c'est le retournement ici. Donc il y avait la congestion et le retournement. On en avait parlé par le passé. Mais voilà, avec le graphe hebdo, oh, décidément, le graphe hebdo, pardonnez-moi, est effectivement un peu de fatigue. Fin de semaine, un peu de fatigue. Et plutôt pas mal. Donc on a tenté de breaker. Bon là il y a eu la mèche effectivement de Trump, la mèche Trump, on va l'appeler. La mèche Trump. Et donc, on tente effectivement, donc on avait comme objectif revenir sur la MM200 et grosso modo sur les plus bas ici. Premier objectif atteint. Mais c'est peut-être pas fini parce que, effectivement, eh bien, on tente de continuer à breaker tout ça. Donc, vraiment, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Event très solide. Donc, pour le moment, RAS, tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, RAS sur Events. Nixoa,
Bon, c'est spéculatif, hein, Nixoa, c'est pas toujours très liquide. Nous, on a tenté, à titre spéculatif sur Salon, effectivement, voilà, un trade spéculatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous aviez eu une grosse chute qui était ici. Il y avait la mise en place de congestion, retournement de la moyenne mobile à 10 jours. On le voit. Et derrière, on a tenté le break. Inside bar, donc une petite bougie à l'intérieur d'une autre. Réduction des volumes. Non, c'est pas vrai. Il n'y avait pas eu une réduction des volumes. Ah si, voilà. Je me disais aussi. Si, il y a une belle réduction des volumes, on le voit ici. Hein. Belle réduction des volumes. Et donc derrière, on a pris la cassure. Voilà, setup classique. Alors ce qui est assez encourageant, malgré tout, c'est que là, on a une petite correction intermédiaire. Donc pourquoi pas tenter éventuellement de relancer pour retrouver le niveau des 8,80. Ce serait déjà un niveau pas mal pour une nouvelle prise de bénéfices. Elior qui a fait beaucoup de zigzags. Alors la publication est moyenne, mais pas si mal que ça. Et je trouve que c'est intéressant ce qu'elle est en train de faire Elior. Enfin, donc il y a une belle congestion. Il faudrait une ou deux bougies de congestion. Et peut-être, je dis bien peut-être que ça peut passer. Donc moi ça m'intéresse. Je vais la suivre, Elior. Je vais la suivre. Je vais peut-être la suivre même dès la semaine prochaine. Hop, voilà. Dès la semaine prochaine. À suivre Elior, parce que derrière, si on arrive à breaker, repasser au-dessus de la MM200, on peut, espérons, malgré les faux espoirs qu'elle nous a donnés ces derniers mois, est-ce qu'enfin, on va arriver à breaker tout ça par le haut et à relancer. Espérons. Alphen. Donc Alphen, elle est revenue sur un support oblique, qui est là, en pointillé. Et derrière, on fait le pullback. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un double top journalier. Voilà. Donc le plus haut ici, le plus haut ici. On est en train de tenter quelque chose. Ceux qui veulent l'essayer, pourquoi pas, mais c'est du trading, attention, c'est comment dirais-je, ça reste nerveux spéculatif. Objectif MM200, entrée de gap, clôture de gap. Ok, voilà les trois objectifs. Le ratio gain-risque est bon, mais la tendance est toujours très baissière, malheureusement, pour Alphen. Mais bon, il y a peut-être un petit peu de mieux. On part aux États-Unis avec UNH. On va mettre UNH sur un graphique mensuel. Donc UNH, on avait parlé de la zone. Donc pour le moment, en effet, il y a un rebond technique. Mais effectivement, pour le moment, l'action est dégradée. Mais il y a un rebond technique. Il y a un rebond technique de 20% quand même. Donc là-dedans, il va falloir construire, il va falloir attendre et éventuellement relancer. Donc je redis ce que je dis. Moi, vous le savez, je suis toujours prudent sur ces valeurs-là. Pour autant, la zone, clairement, elle est là. Sur la première zone, elle est là sur NH. Il y en a d'autres, éventuellement, mais elles sont beaucoup plus basses. On verra plus tard. Mais la première zone, en tout cas, elle est là. PayPal, qui s'est repris, malgré tout. Ce qui est intéressant, c'est le support oblique là. C'est repris. Maintenant, voilà, ce n'est qu'un rebond technique à ce stade. Il y a un beau marteau, il y a une belle figure de retournement. J'espère, j'en ai un petit peu, hein, j'en ai toujours un petit peu en portefeuille. J'espère qu'on retrouvera ici les 90$. Coinbase, la semaine dernière, je vous avais dit j'attends la congestion consolidation. Et hop là, je vais le mettre en journalier. Voilà, congestion consolidation, c'est ce qu'on a eu un petit peu. Un petit peu. Elle est plus petite que ce que j'attendais. Mais on l'a eu quand même un petit peu. Donc on a presque un petit signal. Hein. On a presque un petit signal. Hein. Ici, là. On a presque un petit signal d'achat là. Donc vraiment pour les traders agressifs, voilà, avec une invalidation, alors tout dépend encore une fois de votre degré d'invalidation, hein, mais oui, il y a peut-être quelque chose à tenter. Et après, on verra pour les plus hauts historiques. Ok, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Au-dessus de la M10 en plus, vraiment c'est pas mal. Amazon, j'ai le même avis sur Amazon que depuis des mois, et comme sur beaucoup de valeurs américaines. Alors Amazon, vous le savez, hein, c'est une de mes valeurs préférées. Mais moi, je pense que, eh bien, sur ces valeurs-là, alors oui, bien sûr, on peut aller retrouver les plus hauts, etc. Mais je pense que le ratio gain-risque, il n'est pas bon. Acheter du Amazon à 203$, pas convaincu. Sur gros repli pour jouer des rebonds, pourquoi pas. Mais je pense là aussi que nous entamons probablement des structures beaucoup plus longues, beaucoup plus lentes, et que ça va prendre du temps sur ces valeurs-là. Donc pour moi, Amazon... j'espère qu'elle fera de nouveau plus haut, c'est pas le sujet, mais je pense que le ratio gain-risque il est pas bon. Adobe, la zone qu'on avait indiquée
a parfaitement généré du rebond. L'avantage, c'est qu'Adobe, c'est quand même assez volatile, même si le rebond est limité, puisque c'est 25% de hausse. Donc voilà, on arrive sur des premiers objectifs, les comblements de gap. Voilà, notamment cette zone-là, 433. Donc bon, voilà, maintenant ça peut continuer. Tiens, je vais nettoyer un petit peu tout mon tralala. Donc voilà, on l'avait dit, ce qu'on espère ici, c'est le retour dans la zone, plus congestion et cassure. C'est exactement ce qu'on a eu, hein, la congestion, la cassure, plutôt pas mal maintenant. Là aussi, on n'est que sur du rebond technique à ce stade, et c'est seulement lorsqu'on va arriver éventuellement à repasser au-dessus de tout ça et à construire là-dedans, où là on va dire, ah bah là pour le coup c'est plus qu'un rebond technique, hein. C'est plus qu'un rebond technique, et l'objectif c'est d'aller retrouver notamment cette oblique ici en bleu. Peloton, on la suit également Peloton, c'est très baissier, bien entendu, il suffit de voir le graphe, mais par contre, la construction est vraiment pas mal. On attendait cette construction-là, vous avez parlé de cette construction-là, bah, il semblerait que la construction elle soit un petit peu plus tôt que ce qu'on attendait, tant mieux, hein, ça veut dire que potentiellement on a un meilleur prix d'achat. Et hier on a eu un petit signal, alors il y a quand même encore beaucoup de volatilité, donc attention au stop, à la taille de position, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui se dessine. Donc tout ceci serait invalidé si on repasse sous les 5,92 $. L'objectif c'est de retrouver notamment les 10 $. Et après on verra si plus, si affinité. Nvidia, alors Nvidia, normalement il y a la résultat la semaine prochaine si je me trompe pas. Donc je vendrai moi 2/3 de ma position. Alors il y a un stop qui est placé, voilà, je l'ai annoncé, je l'annonce, il y a un stop pour le moment qui est placé sous les 128 $ maintenant, pour ma part, enfin au niveau des 128 $. Je ne jouerai pas les résultats sur la totalité de ma position. Bon, vous le savez, pour ceux qui suivaient, nous on est rentré sur le bas de canal. Donc il y aura 2/3 à peu près moi de ma position qui sera vendue. Alors soit d'ici là le stop va embarquer la position, très bien. Si c'est pas le cas et si j'ai la chance que Nvidia tienne jusque là, eh bien dans ce cas-là, effectivement je vendrai 2/3 de ma position. Ok, comme ça les choses sont claires. Et après je parlerai plus de cette position-là. Je vais pas accompagner, on va pas rester 10 ans sur une position. Mais voilà, je sais que c'est une question que vous me posez régulièrement. Au moins, vous avez la réponse. Et on garde un reliquat pour jouer, bah, allez, hein, les nouveaux plus hauts, pourquoi pas. Tout est possible. Le titre à suivre. Ah, pour mes amis belges, Recticel. Pas mal, hein, Recticel. Alors, il y a une config qui est... Alors, je vais vous la mettre en hebdo. Ouais. Donc, Recticel, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite. Hein. C'est peut-être pas pour tout de suite, Recticel. Mais vous avez une zone ici à breaker. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que si on arrive à breaker tout ça, on peut pas relancer une nouvelle tendance? Voilà. L'idée, elle est là sur Recticel. Donc, titre à suivre. Ils font... Qu'est-ce qu'ils font déjà, Recticel? Pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils font tout ce qui est, vous savez, isolation de maison. Ils font de la mousse également, etc. Isolante. Voilà, donc c'est plutôt, c'est pas une daube, hein, c'est pas du tout une daube. Recticel, c'est une belle valeur, un peu chère en termes de valorisation, mais ça reste une valeur quand même assez intéressante. Et enfin, les amis, vous pouvez faire bien entendu la capture donc du screener Trend Following qui est ici. Donc, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Je vous rappelle que le code est ouvert puisque le code est disponible dans l'espace membre. Voilà, ça a été une vidéo costaud comme d'habitude, mais il y avait beaucoup de choses à dire et beaucoup d'actions à voir. J'ai rajouté 2 actions en plus, je crois, cette semaine. Donc voilà, bien évidemment, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve, bien entendu, le week-end prochain. À plus, ciao.